Dans ce nouveau chapitre, intitulé Analyse asymptotique, nous allons comparer des suites entre elles ou des fonctions entre elles. L'objectif est le suivant. Voici l'idée générale. Si nous avons affaire à une suite ou à une fonction qui a une expression un peu compliquée et que nous n'arrivons pas nécessairement à étudier facilement, nous allons essayer de la comparer à une suite ou à une fonction dont nous connaissons bien le comportement. Et ainsi, nous allons obtenir des propriétés pour la suite ou la fonction de départ que nous voulons étudier. Pour cela, nous allons définir des outils de comparaison appelés les notations de Landau, du nom d'un mathématicien allemand de la fin du 19e et début du 20e siècle. Nous allons définir 3 symboles, petit o, grand O et équivalent, qui sont très utilisés en mathématiques mais aussi en informatique, notamment dans la théorie de la complexité. Ces outils sont des outils de comparaison dits asymptotiques car nous allons ici nous pencher plus précisément sur le comportement soit d'une suite lorsque n tend vers plus l'infini, soit pour une fonction lorsque x tend vers un certain point. Donc il y a derrière tout cela une idée de limite en un point ou en plus l'infini, d'où le mot d'asymptotique. Nous allons tout d'abord commencer par les outils de comparaison pour les suites, mais vous allez voir que lorsque nous passerons aux fonctions, nous allons retrouver exactement les mêmes outils. Pour les suites, l'introduction de ces notations peut être motivée par le problème suivant, par l'exemple suivant. Prenons 3 suites, la suite un égale à n, la suite vn égale à 2n, et la suite wn égale à exponentielle n. Il se trouve que ces 3 suites tendent vers plus l'infini. Mais nous savons que la suite n tend à une certaine vitesse vers plus infini, la suite vn va tendre 2 fois plus vite vers plus infini, et la suite wn va tendre infiniment plus vite vers plus infini. Mais cet infiniment plus vite, c'est quelque chose d'un peu flou, et c'est justement sur ce point-là que nous voulons apporter des précisions. Alors bien sûr, nous pouvons déjà comparer ces 3 fonctions en les classant par ordre de grandeur. Mais cela n'est pas très précis et ne permet pas vraiment d'affirmer que Wn va croître infiniment plus vite vers plus infini que Un. Ici, Vn est plus grand que Un, Wn aussi, donc cette simple comparaison ne permet pas de dire que Vn va tendre vraiment moins vite vers plus infini que Wn. Donc nous allons introduire des outils qui vont apporter plus de précision pour comparer ces 3 suites. Définissons donc ces 3 outils de comparaison. Pour cela, nous allons avoir besoin de 2 suites réelles un et vn, et nous allons supposer que la suite vn ne s'annule pas, au moins à partir d'un certain rang. Cette hypothèse est une restriction du programme. En effet, il est possible de définir ces 3 outils avec une suite vn qui s'annule une infinité de fois. Mais il se trouve que déjà, manipuler des suites qui s'annulent une infinité de fois, cela n'arrivera vraiment pas souvent. Et en plus, cela rend la définition plus compliquée. Donc c'est une restriction du programme qui ne va pas vraiment nous pénaliser et qui va bien simplifier les définitions. Donc la première définition que nous donnons, c'est celle de suite qui est négligeable devant une autre suite. Donc on dit que un est négligeable devant vn si le quotient un sur vn tend vers 0. Et à ce moment-là, on va noter un égale un petit o de vn. Donc vous voyez ici que pour que l'on puisse diviser par Vn sans avoir à se poser de questions, eh bien nous supposons que la suite Vn ne s'annule pas. C'est pour cela que nous faisons cette hypothèse. Et puis ici vous ferez attention, c'est un petit o. Donc déjà il faut l'écrire petit, parce que nous allons voir après qu'il y aura aussi une définition avec un grand O. Donc si vous ne l'écrivez pas petit, vous risquez de le confondre avec un grand O. Donc n'hésitez pas à l'écrire très petit. Et puis en plus, quand on le lit à l'oral, on dit vraiment un petit O. On dit que UN est un petit O de Vn. Deuxième définition, on dit que la suite UN est dominée par la suite Vn si le quotient UN sur Vn, cette fois-ci, est une suite bornée. Et on va alors noter que UN est un grand O de Vn. Donc ici, vous avez un grand O. Alors d'ailleurs, on voit mieux ici quand c'est grand, ça n'est pas un θ. Donc c'était peut-être un peu ambigu en bas de la page de gauche. Ici, ce ne sont pas des θ, ce sont vraiment des O avec une petite boucle. Donc là, c'est un grand O avec une boucle, ça n'est pas la lettre grecque θ. Et puis nous avons enfin la troisième définition. On dit que la suite UN est équivalente à la suite Vn si le quotient UN sur Vn, cette fois-ci, tend vers 1. Et on notera cela, UN équivalent à Vn avec cette petite vague. Donc,
UN est un petit taux de Vn, UN est un grand taux de Vn, ou UN est équivalent à Vn. C'est comme ça que nous allons lire ces trois relations dites de comparaison. Reprenons maintenant l'exemple qui est encore sur la page de gauche qui a introduit cette vidéo. Je vais rajouter d'ailleurs une quatrième suite, la suite Zn de terme général n+1, et je vais essayer de comparer UN à ces trois suites en utilisant les définitions que nous venons de donner. Donc si je compare UN à Vn, je calcule le quotient UN sur Vn puisque la suite Vn ne s'annule plus à partir du rang 1, j'obtiens 1/2 qui est une suite bornée, ce qui permet d'affirmer que UN est un grand taux de Vn. Alors en termes de vitesse si l'on veut parler de la vitesse à laquelle ces suites tendent vers plus infini, grand taux ne va pas nous apporter beaucoup de précision. Tout ce que l'on pourra dire, c'est que si UN tend vers plus infini, eh bien Vn qui domine UN, par une sorte de théorème de minoration, devra aussi tendre vers plus l'infini. Nous allons avoir des renseignements plus précis sur les vitesses de convergence en comparant UN à Wn par exemple. Alors UN sur Wn, c'est donc la suite n sur exponentielle n, et par croissance comparée, nous savons que cette suite tend vers 0. Donc la suite UN est un petit taux de Wn. Alors cela indique que la suite Wn va tendre vers plus infini infiniment plus vite que UN. Dans le cas évidemment où ces suites tendent vers plus infini, ce qui n'est pas forcément le cas lorsque nous avons une suite qui a un petit taux d'une autre. Mais ici, j'ai UN qui est un petit taux de Wn et je sais que ces suites tendent vers plus infini. Donc Wn va tendre infiniment plus vite vers plus infini que UN. Pourquoi infiniment ? Eh bien, je sais qu'à partir d'un certain rang, UN sur Wn va devenir plus petit qu'1/2, donc Wn va tendre au moins 2 fois plus vite que UN vers plus infini, mais à partir d'un certain rang, UN sur Wn va devenir plus petit que 1/10, donc Wn va tendre au moins 10 fois plus vite que UN vers plus infini, et ainsi de suite. Donc cela peut s'exprimer de la manière suivante, Wn tend infiniment plus vite vers plus infini que UN. Cette écriture avec ce petit taux nous a permis d'écrire concrètement le fait que Wn tend vraiment beaucoup plus vite vers plus infini que UN. Et puis nous pouvons aussi comparer UN à Zn. Alors évidemment ici, le quotient UN sur Zn, c'est égal au quotient n sur n+1, qui tend vers 1 lorsque n tend vers plus infini. Nous allons donc écrire que UN est équivalente à la suite Zn. Là encore, puisque nous savons que ces deux suites tendent vers plus infini, le fait qu'elles soient équivalentes, qu'est-ce que cela implique ? Eh bien cela implique qu'elles vont tendre vers plus infini, en gros, à la même vitesse. Alors oui, la suite Zn est plus grande que la suite UN, mais elle n'est plus grande que de 1, et les deux tendent vers plus infini. Donc ce 1 en plus n'a pas vraiment d'importance. UN et Zn vont tendre vers plus infini à la même vitesse, et cela va se concrétiser par cette écriture, UN est équivalente à Zn. Nous pouvons aussi faire pas mal de petites remarques assez immédiates à la suite de ces trois définitions. Par exemple, déjà, si UN est un petit taux de Vn, alors la suite UN sur Vn tend vers 0, donc nécessairement elle est bornée, ce qui implique que UN est un grand taux de Vn. D'autre part, même genre de raisonnement, si UN est équivalente à Vn, la suite UN sur Vn tend vers 1, donc elle est aussi bornée, ce qui implique aussi que UN est un grand taux de Vn. Ensuite, nous pouvons aussi faire cette remarque qui est assez pratique. Si UN est un petit taux de 1, cela est équivalent à dire que UN sur 1 tend vers 0. Donc c'est équivalent à dire que la suite UN tend vers 0. Donc, au lieu d'écrire UN flèche 0, on peut écrire UN égale un petit taux de 1. C'est une autre écriture possible pour dire qu'une suite tend vers 0, et elle est assez pratique. Nous l'utiliserons assez régulièrement. En tout cas, il faut savoir traduire directement UN est un petit taux de 1 par UN tend vers 0. Et de la même manière, si UN est un grand taux de 1, eh bien cela est équivalent à dire que la suite UN est bornée. Ça aussi, c'est une écriture raccourcie pour dire qu'une suite est bornée. Il faut le maîtriser. Et là encore, si à un moment donné vous tombez sur une suite qui est un grand taux de 1, eh bien il faut tout de suite traduire cela par UN est bornée. Et puis enfin, nous remarquons que tous les résultats de croissance comparée que nous avons déjà étudiés dans le chapitre sur les suites se réécrivent avec des petits o. Alors sans forcément tous les réécrire de manière générale, nous pouvons écrire que puisque n sur n carré tend vers 0 en plus infini, eh bien n est un petit taux de n carré. Nous pouvons aussi écrire que n est un petit taux d'exponentielle n, puisque n sur exponentielle n tend vers 0.
Nous pouvons aussi écrire que log de n est un petit taux de n. Donc tout ceci, ce sont des résultats de croissance comparée. De la même manière aussi, 1 sur n carré est un petit taux de 1 sur n. Et ainsi de suite. Donc je ne les réécris pas tous, mais tous les résultats de croissance comparée déjà vus peuvent se réécrire avec des petits taux, puisqu'à chaque fois, il s'agit ni plus ni moins de dire qu'un certain quotient tend vers 0, et donc qu'une suite est un petit taux d'une autre. Voici maintenant un avertissement. On n'écrira jamais qu'une suite UN se compare à la suite nulle. Ni avec un petit taux, ni avec un grand taux, ni avec un symbole équivalent. Pour la raison très simple que, dans notre définition, pour comparer UN à VN, nous avons dû supposer que VN ne s'annulait pas, au moins à partir d'un certain rang. Donc il est évidemment hors de question de prendre VN égale à la suite nulle. Maintenant, j'avais dit qu'il y avait une définition plus générale de ces relations de comparaison, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais même avec cette définition plus générale, on n'écrit pas, on ne compare pas une suite UN à la suite nulle. Dans le meilleur des cas, cela n'a aucun intérêt, dans le pire des cas, cela est totalement faux. Donc retenez que c'est comme diviser par 0, on ne compare pas une suite à la suite nulle. Alors attention, parce que cet avertissement, finalement, si je le précise, c'est parce qu'il y a des pièges, il y a des situations où on n'a pas l'impression d'écrire que quelque chose se compare à 0 alors qu'on l'écrit. Par exemple, si vous avez petit l un réel, et que vous écrivez que n est équivalent à l, cela peut tout à fait cela a tout à fait un sens si l n'est pas nul. Donc la question à se poser à chaque fois, c'est est-ce que l est égal à 0 ou pas? Exactement comme lorsque vous faites le quotient un divisé par l, cela peut être tout à fait correct, mais il faut se poser la question, est-ce que l est nul ou pas? Donc avant de comparer une suite à une constante, posez-vous toujours cette question, est-ce que cette constante est nulle ou pas? Avant d'approfondir l'usage de ces trois relations de comparaison, posons-nous une question qui est importante. Au bout du compte, qu'est-ce que c'est que l'objet Vn? Et car lorsque nous écrivons que Un est égal à un petit taux de Vn, est-ce que cela signifie que petit taux de Vn est égal à la suite Un? Ce qui paraît naturel. Eh bien, en fait, non. Nous avons la chose suivante. Petit taux de Vn, c'est une suite. Mais c'est une suite négligeable devant Vn. Mais nous ne savons pas laquelle. Lorsque nous disons une suite, ça peut être n'importe laquelle. Donc c'est un peu particulier. Lorsque nous disons que Un est un petit taux de Vn, eh bien finalement, nous l'écrivons avec une égalité, mais ça ne signifie pas une égalité, ça signifie une appartenance. Ceci, ça signifie que Un appartient à E, à l'ensemble E. Et qu'est-ce que c'est que E? Eh bien E, c'est l'ensemble de toutes les suites négligeables devant Vn. Donc c'est une notation très particulière. On l'écrit avec un symbole égal. Nous allons voir plus tard dans ce chapitre que c'est très pratique de l'écrire avec un symbole égal. Mais en fait, ça signifie une appartenance. Un fait partie de l'ensemble de toutes les suites négligeables devant Vn. Donc on peut avoir plusieurs suites égales à la même chose alors qu'elles sont différentes, ce qui peut paraître un peu bizarre. N est égal à un petit taux de exponentielle n. Mais n plus 1 aussi. Et pourtant, évidemment, la suite n n'est pas égale à la suite n plus 1. Ça signifie juste que n et n plus 1 font toutes les deux partie de l'ensemble des suites négligeables devant Vn. Alors c'est d'une situation très particulière parce qu'on vous dit sans arrêt en mathématiques, tant que nous n'avons pas prouvé l'unicité d'un certain objet, nous ne lui attribuons pas de notation. D'accord? Or ici, des suites négligeables devant une suite Vn, il y en a une infinité, et pourtant nous leur attribuons à tous la notation petit taux de Vn. Une même notation pour une infinité d'objets. Le seul autre cas où nous sommes dans la même situation, en tout cas au programme de prépa, c'est avec le symbole de primitive. Ce symbole-ci, primitive de f, ça signifie une primitive de f, mais n'importe laquelle. Et toutes les primitives de f vont être égales à celle-ci. Par exemple, si je note petit f, la fonction qui a x associe 1, et que je note petit g, la fonction qui a x associe x, et petit h, la fonction qui a x associe x plus 1, eh bien j'ai petit g égale à une primitive de f, petit h égale à une primitive de f, alors que, pourtant, la fonction g n'est pas égale à la fonction h. Donc c'est exactement la même situation qu'avec un petit o. Ce sont les deux seules situations où nous rencontrerons
ce phénomène. Alors, il y en a une troisième, mais finalement c'est la même, c'est avec un grand O. Idem, lorsque nous écrivons que UN est un grand O de Vn, cela signifie que la suite UN appartient à l'ensemble, c'est une appartenance, cela signifie que la suite UN appartient à l'ensemble, alors je ne l'écris pas, appelons-le F, c'est l'ensemble de toutes les suites dominées par Vn. Donc c'est exactement le même phénomène qu'avec un petit o. Donc il est important d'avoir bien compris cela pour passer à l'intérêt principal de ces écritures avec petit o, grand O et équivalent. Ce sont des écritures que nous allons voir sans arrêt, c'est écrire qu'une suite est égale à une deuxième suite plus une troisième. Plus un petit o d'une troisième, pardon. Alors pourquoi cela est intéressant et qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien en général, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser nous voulons étudier une suite IN qui est une suite à étudier, qui peut être très compliquée. Et nous allons dire qu'elle est égale à Vn, qui est une suite simple, et qui va servir d'approximation de UN, plus ici, ce que l'on appelle un reste, et qui en fait va constituer l'erreur de l'approximation. Et avec ça, vous avez toute la philosophie de ce chapitre d'analyse asymptotique. Nous allons faire sans arrêt cela dans tout ce chapitre. Nous voulons étudier une suite ou une fonction, elle est un peu compliquée. Nous allons l'approcher par une suite ou une fonction plus simple, mais ça ne sera pas égal, ce n'est qu'une approximation, et donc il faut rajouter derrière une petite erreur d'approximation, qu'on espère petite, justement, et si vraiment elle est petite, eh bien elle est négligeable devant une troisième suite Wn. Donc nous pouvons donner l'exemple suivant. Donc pour l'instant, nous admettons cette relation, mais elle sera démontrée plus tard. La suite exponentielle 1 sur n est égale à 1, plus 1 sur n, plus 1 sur 2n carré, plus un petit o de 1 sur n carré. Alors ici, qu'est-ce que cela signifie ? Nous avons une suite qui est la suite exponentielle 1 sur n à laquelle nous nous intéressons. Alors elle est entre guillemets compliquée. Et nous allons ici l'approcher par un polynôme en 1 sur n. Ici, nous avons une approximation polynomiale en 1 sur n. Et ça, évidemment, c'est simple. Nous savons manipuler très facilement des polynômes, en tout cas plus facilement qu'une exponentielle. Si je vous demande de calculer ce que vaut 1 plus 1 sur n plus 1 sur 2n carré pour n égale 10, vous saurez le calculer précisément, alors que vous ne saurez pas calculer précisément exponentielle 1 sur n. Et ici, nous avons l'erreur. Et nous savons que cette erreur est petite au sens où elle est négligeable devant 1 sur n carré. Ce qui signifie que si nous prenons n très grand, eh bien, ce polynôme à 3 termes va être une approximation d'exponentielle 1 sur n avec une erreur a priori très petite. Si je prends n égale 10, eh bien je sais que l'erreur d'approximation est plus petite que 1 sur 10 au carré, fois une constante à déterminer, mais en tout cas, si n tend vers plus infini, il est clair que cette erreur va tendre vers 0 aussi vite, et même probablement plus vite que 1 sur n carré, donc elle va tendre très vite vers 0, et ici nous avons un polynôme assez simple à calculer. Donc c'est une sorte de machine à fabriquer des approximations de suites qui peuvent être compliquées. Alors d'ailleurs, nous allons voir plus tard des formules qui vont aller encore plus loin que la précédente. Nous pouvons être encore plus précis. Par exemple, nous allons voir dans ce chapitre la suite de la formule. Donc nous pouvons être plus précis, c'est-à-dire donner une approximation polynomiale d'exponentielle 1 sur n, avec cette fois-ci un terme en n cube, donc un polynôme de degré 3 au lieu d'un polynôme de degré 2, avec une erreur qui va être encore plus petite, puisqu'ici l'erreur est en 1 sur n cube, donc elle est encore plus petite que précédemment. Donc c'est une formule encore plus précise. Mais alors attention, ici, vous pouvez raisonner tout à fait comme en physique, lorsque vous avez une règle graduée avec des centimètres, les seuls chiffres significatifs que vous pourrez donner si vous mesurez une longueur, ce sont des chiffres en centimètres. Si vous avez une règle graduée en centimètres et que vous dites que vous avez mesuré 2,2 cm, eh bien, ce qui vient après la virgule n'a aucun sens, cela n'est pas significatif. Ici, nous avons la même chose. Ce qui se trouve avant le petit o est significatif. Ce qui va être, entre guillemets, dans le petit o, c'est quelque chose de négligeable. Alors,
attention, parce que je peux très bien écrire avec une règle gradée au centimètre que 2,3 et 2,4 c'est la même chose. En termes de centimètres, la seule partie significative c'est 2. Ce qui vient après la virgule n'a pas de sens. Donc ici, je pourrais très bien écrire cette formule-là. Je m'amuse à rajouter un terme en n4. Mais je garde la même précision en petit o de 1 sur n cube. Cette formule est vraie, mais ce terme n'est pas significatif, il n'a aucun intérêt, puisque ce terme est lui-même négligeable devant 1 sur n cube. Si en effet vous faites le quotient 10 sur n puissance 4 divisé par 1 sur n cube, cela tend vers 0. Donc le terme entouré en bleu est un petit o de 1 sur n cube. Donc souvent, on dit qu'il rentre dans le petit o. Toute cette partie-là est négligeable, elle fait partie de l'erreur. Et la partie significative, c'est toujours celle qui est devant. Donc attention, lorsque vous écrivez une écriture avec des petits o, de cette forme-là, il faut toujours classer les termes. Vous voyez qu'ici, vous avez entre guillemets le plus gros terme, le gros terme, puis ici, vous en avez un peu plus petit, le terme numéro 2, puis ici, un terme encore plus petit, jusqu'à un terme encore plus petit, jusqu'à arriver à la partie négligeable. Ils sont bien classés par ordre décroissant. En effet, 1 sur 6n cube est un petit o de 1 sur n carré. 1 sur n carré est un petit o de 1 sur n. Et 1 sur n est un petit o de 1. Donc je les ai classés par ordre décroissant jusqu'à arriver au petit o final, donc ici celui-ci. Et c'est toujours comme ça qu'il faut présenter les choses. Si ensuite je rajoute des termes qui sont des petits o du petit o que j'ai déjà dans mon expression, ces termes ne servent à rien. Autant ne pas les écrire. Donc la formule qui est en haut de la page de droite et celle qui est en bas de la page de gauche, ce ne sont pas les mêmes. Vous voyez qu'ici, en bas de la page de gauche, j'ai un petit o en 1 sur n carré. Ici, je suis passé à un petit o en 1 sur n cube, ce qui justifie l'intérêt de rajouter ce terme. Je ne le rajoute pas pour rien, il devient significatif puisque j'ai abaissé ma précision. Ma précision est meilleure. D'accord ? Donc nous allons revenir très souvent au long de ce chapitre dans ce type d'écriture et dans quels sont les termes que l'on va garder et ceux qui vont, entre guillemets, être absorbés par le petit o. Alors bien sûr, je viens de parler pendant plusieurs minutes de cette écriture de la forme un égale vn plus un petit o de wn, sans l'avoir définie très précisément, même si on voit un peu la philosophie qui est derrière. La définition précise figure maintenant en bas de la page de droite. On va dire que un est égal à vn plus un petit o de wn lorsque l'on a un moins vn égale un petit o de wn. Donc, cette dernière phrase, nous savons ce qu'elle signifie, c'est la définition de petit o. Elle nous permet de passer à cette écriture-là. Tout simplement, comme nous avons un symbole égal, eh bien nous pouvons ajouter ou ôter vn à loisir à droite et à gauche du signe égal, ce qui permet de passer d'une écriture à l'autre sans ambiguïté. Alors nous allons maintenant finir cette vidéo par la proposition suivante. Lorsque nous avons deux suites un et vn qui ne s'annulent pas, nous avons équivalence entre les 5 phrases suivantes. Premièrement, un est équivalente à vn. Cinquièmement, alors je passe directement à la cinquième, vn est équivalente à un, ce qui va prouver que la relation une suite est équivalente à une autre est une relation symétrique. D'ailleurs, vu son nom, nous montrerons un peu plus tard que c'est même, bien sûr, une relation d'équivalence. Sinon, ce nom n'aurait pas été choisi. Et puis, donc, deuxième phrase, donc, un équivalente à vn est équivalente à un moins vn est un petit o de vn. D'après la définition précédente, ceci c'est pareil que le point 3, un est égal à vn plus un petit o de vn. Et le point 4, par symétrie justement de cette relation, nous pouvons échanger les rôles de un et de vn. En faisant cela dans la phrase 3, nous obtenons la phrase 4. Donc nous allons démontrer tout cela, sauf bien sûr l'équivalence entre 2 et 3, qui découle tout simplement de la définition précédente. Donc, démontrons cette proposition. Comme je viens de le dire, 2 et 3 sont équivalents par définition. Si maintenant nous partons du point 1, nous savons que, là encore par définition, cela signifie que un sur vn tend vers 1. Et nous avons le droit d'écrire cela puisque la suite vn, nous avons supposé qu'elle ne s'annule pas. Mais nous avons aussi supposé que la suite un ne s'annule pas. Donc nous pouvons tout à fait ici prendre l'inverse. Cela, c'est équivalent à dire que la suite vn sur un tend vers 1 sur 1, donc tend vers 1 également. Et nous retrouvons exactement le point 5. Donc le point 1 et le point 5 sont équivalents.
Maintenant, si nous partons du point numéro 3, par définition, UN-Vn est un petit taux de Vn, cela signifie que UN-Vn divisé par Vn est un petit taux, tend vers 0. Si nous décomposons cette fraction en deux, nous obtenons que UN sur Vn moins 1 tend vers 0, ce qui bien sûr est équivalent à UN sur Vn tend vers 1. Et donc nous retrouvons la définition de UN est équivalent à Vn, donc nous obtenons le point numéro 1. Alors nous remarquons que nous avons pu montrer que le point 1 était équivalent au point 5, ce qui signifie que dans toutes les relations que nous avons là, nous pouvons échanger les rôles de UN et de Vn. Donc si nous partons du point 3 et que nous échangeons les rôles de UN et de Vn, nous obtenons le point 4. Donc par symétrie, dire que 1 est équivalent au point 3, c'est la même chose que de dire que le point 5 est équivalent au point 4. Donc si vous récapitulez, nous avons montré que le point 1 est équivalent au point 2 et au point 3 et au point 5, et nous avons montré que 5 est équivalent à 4. Donc nous avons bien fini de démontrer cette proposition. Je finis par une dernière remarque. Nous aurions pu, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, nous aurions pu rajouter ici un point numéro 6. Alors, je vais l'écrire un peu plus visible. Un point numéro 6 que je rajoute ici, puisque la relation est symétrique, nous avons aussi Vn moins Un est un petit taux de Un. Et tout ceci est équivalent aux 5 points précédents. Alors ce que cela signifie, c'est que dire que UN est équivalent à Vn, c'est la même chose que de dire que la différence entre ces deux suites, donc UN moins Vn ou Vn moins Un, est négligeable devant Vn, d'après le point 2, mais elle est aussi négligeable devant Un, d'après ce point 6. Donc dire que deux suites sont équivalentes, c'est dire que leur différence, donc l'erreur d'approximation de UN par Vn, est relativement très petite par rapport à l'une de ces deux suites, par rapport à chacune de ces deux suites. Donc nous arrêterons ici pour cette vidéo et nous allons approfondir la manipulation de ces outils dans la vidéo suivante.